Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voici ma première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Meeting. Alors pourquoi Meeting? Parce qu'en fait Meeting, si on traduit en français, ça veut dire rencontre. Et donc moi, en effet, je vais rencontrer différents sportifs et discuter avec eux de leur parcours, leur histoire, leurs objectifs et plein d'autres choses. Donc tout de suite, commençons par mon premier invité, donc un athlète français spécialiste de demi-fond, au palmarès long comme le bras et aussi amateur de vin. Donc on peut dire qu'on a un grand cru avec nous. Donc j'ai nommé Johan Durand. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toi, ça va très bien. Alors Johan, toi t'es né le 14 mai 1985 à Bergerac en Dordogne, c'est bien ça? Exactement, ouais. Et donc t'as pas tout de suite débuté par l'athlétisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Ouais, moi j'ai démarré par le foot parce que mon père était footballeur et donc dès l'âge de 6 ans, j'ai eu cette grande, enfin depuis tout petit, hein, j'ai eu une grande passion pour le foot et j'ai joué au football jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à la catégorie cadet première année ou dans les catégories juste un peu avant en UNSS. J'ai participé au cross du collège et aux cross régionaux, enfin au cross départemental UNSS et tout ça. Et il s'avérait qu'en fait, j'ai eu des résultats très très bons puisque en jouant au foot, j'avais terminé 5e des championnats d'Aquitaine, donc de région UNSS en mini de coureurs qui s'entraînaient 2, 3 fois par semaine, qui venaient de l'école d'athlée. Moi, j'arrivais avec mon maillot de foot. Je me rappelle, j'avais couru avec mon maillot Ravanelli de la Juventus de Turin. Enfin, j'étais un ovni avec mon short long et des crampons aux pieds, quoi. Donc, j'avais terminé 5e. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais des capacités pour ce sport et c'est ce qui m'a fait m'inscrire après à l'âge de 15 ans dans un club d'athlétisme parce que voilà, je m'étais découvert une passion pour ce sport et j'avais vu que j'avais des prédispositions pour les courses d'endurance et donc je me suis dit bah ouais, faut que je teste quoi. Alors, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que 90% des gens qui ont commencé l'athlé un peu comme toi ont fait du foot avant et se sont découverts des qualités sur les crosses UNSS aussi. Ouais, c'est vrai Il n'y hein. a pas Alexis L'UNSS Niellet. est un peu un découvreur de talent presque, parce que c'est vrai que quand on fait l'UNSS, on est amené à faire plein de sports. Voilà, on jouait au hand, au basket, au rugby, au truc. Et c'est vrai que la course, voilà, ça a été un peu une découverte. Je savais que je courais bien parce que dans mon équipe, j'étais milieu de terrain et j'avais tendance à courir un peu partout. Mais je n'avais pas l'impression d'être si fort que ça. Et c'est vrai qu'il a fallu passer par cette compétition-là pour découvrir un peu le talent qui sommeillait en moi. Et puis tout de suite, j'ai été repéré. On m'a demandé de m'inscrire dans le club de chez moi à Bergerac. On m'a un peu repéré. Et puis voilà. Et après, il y a eu une progression et ça s'est fait. Mais c'est vrai que le en particulier, il y a un caractère d'endurance qui fait que quand on est petit, on développe des capacités, quoi. C'est sûr. Et du coup, tu as tout de suite, dès que tu as vu que tu avais eu des résultats sur les crosses UNSS, tu as tout de suite basculé dans l'athlétisme ou tu as eu quand même un peu du mal à Non, quitter le foot qui est ton premier amour, quoi. ouais, non, j'ai bien mis 3 ans avant de me décider, c'est-à-dire que donc en minime, je crois que je termine 5e au championnat d'Aquitaine. On commence à me dire, ah, c'est bien et tout. Je me suis dit, bon, je verrai l'année prochaine. Minime deuxième année, pareil, je crois que je termine 4e ou 3e. Mais je n'avais toujours pas franchi le pas et c'est seulement en cadet première année où là je me suis dit en septembre, vas-y, je vais voir ce que c'est. J'avais gardé une double licence, c'est-à-dire que je m'entraînais mardi, jeudi à l'athlé et mercredi, samedi au foot. Ouais, un gros. Et donc, je continuais à jouer au foot et à courir en parallèle pendant un an. Et puis là, j'ai terminé en cas des premières années 36e aux France de Cross et 13e aux France sur piste. J'avais fait 9,01 au 3000 en cadet en m'entraînant que 2 fois et en jouant au foot le reste du temps. Et mon coach m'a dit, écoute, Johan, si tu arrêtes, le foot en faisant 3 entraînements par semaine ou 4, l'année prochaine, si tu te consacres vraiment à l'athlète, l'année prochaine, je te promets, tu es sur le podium des championnats de France de cross. Donc en KD1, j'ai arrêté. Donc en KD deuxième année, je me suis mis à 100% de l'athlète et je me suis dit, voilà, on va voir s'il a raison. Et au final, il avait raison. Il y avait rien.
Ok, et du coup, tes parents dans tout ça, comment ils étaient pendant ton enfance? Ils te poussaient vachement dans le sport ou ils étaient plutôt Non, ah, du tu tout. choisis un peu ce que tu veux? Ouais, alors là, mes parents sont pas du tout euh, de grands sportifs ou ont eu une carrière de sportif. Des fois, ça arrive de père en fils Ouais, ou de suivre une lignée un peu comme ça. Moi, c'est pas du tout le cas. Ma mère est pas du tout sportive. Mon père a fait du foot, mais à un niveau local, quoi. Et ils m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit. C'était vraiment une passion. Moi, j'avais vraiment une grosse passion pour le foot. Et puis, on avait une bande de copains dans un club de village. Donc, c'est ça qui a été presque le plus dur de devoir quitter cette bande-là de ouais, noyaux que l'aspect j'avais avec le collectif, foot, quoi. le Pas ça. sport collectif, pour un sport purement individuel. Mais comme voilà, c'était un choix perso par rapport au fait que j'avais des capacités et que je voulais voir voilà, jusqu'où je pouvais aller. Et puis après, je me suis vite pris au jeu de l'athlé. Puis après, on se fait d'autres potes dans l'athlé. Et puis c'est Sûr. parti comme ça. Mais non, non, mes parents m'ont pas du tout poussé. Et je pense que c'est une force aussi. Et même aujourd'hui, voilà, ma mère, je peux lui dire, j'ai fait 14 minutes au 5000, elle me dira pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais. Elle a aucune. Donc quelque part, ça c'est une aide parce que Ça moi fait garder j'ai le vu pied beaucoup. sur terre. Ouais, voilà, j'ai vu beaucoup de parents mettre la pression sur leurs enfants et c'est des choses qui soit ont dégoûté les enfants et qui ont arrêté, surtout quand on a 15, 16, 17, 18. Et voilà, moi j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais et d'être tranquille de ce côté-là, ouais. Ça, c'est cool. Et du coup, donc toi, tu as débuté donc, dans le club de ta ville, l'athlétisme à Bergerac, c'est ça? Oui, Et tu as tout de suite du coup débuté par du demi-fond. T'as pas touché, ouais, vu que t'étais jamais. t'avais 15 ans. Donc j'ai jamais touché au sprint, au lancer, au saut, à toutes les disciplines de l'athlète, même tout ce qu'on apprend, un peu la coordination, la PPG, tout ce qu'on fait quand dans les catégories jeunes pour un peu découvrir. Ça, j'ai un peu squeezé. Donc au début, c'est vrai que j'étais pas très bon et j'étais voilà, j'étais juste coureur, quoi. J'étais brut de décoffrage, donc il a fallu un peu de temps pour que j'apprenne à faire les exercices de technique de course, les trucs comme ça qu'on ne fait pas dans le foot. Donc, mais voilà, je l'ai appris assez vite et en 1 ou 2 ans, j'avais rattrapé un peu le retard, entre guillemets, et puis pour devenir un vrai coureur, quoi. D'accord. Et justement, ça t'a pas manqué au début, tu vois, parce que c'est vrai qu'au foot, c'est plus, bah, tu vois, tu fais des matchs, il y a l'aspect collectif. Et là, c'est vrai qu'à l'athlé, c'est quand même surtout dans le demi-fond, des grosses séances où c'est Mm. dur, ou tu vois, le changement comme ça t'a pas un peu au début? Bah, le changement est compliqué parce que c'est vrai que je le dis souvent et c'est une vérité, on ne joue pas avec l'athlète. C'est-à-dire que C'est tu sûr. joues au foot, tu joues au rugby, tu joues au hand, tu as un ballon, tu t'amuses, tu marques des buts, tu prends du plaisir. En athlète, tu sais que quand tu arrives à l'entraînement, Ça va être bah, dur. tu vas ramasser, quoi. C'est juste le dépassement de soi. C'est pas un jeu, c'est un sport qui est dur, qui est ingrat, mais qui est terriblement valorisant quand on l'aime et qu'on progresse et qu'on aime courir. Voilà, il y a ce côté plaisir qui est vraiment plaisant. Mais c'est vrai que quand tu as 15-16 ans, c'est pas facile parce que voilà, tu pars d'un sport où tu jouais, où tu avais des potes, où Ouais. tu avais un côté technique dans le foot que tu n'as pas dans l'athlé. Et c'est pas facile au début de trouver le bon équilibre. Mais c'est vrai qu'après, le plaisir, il vient vite quand tu progresses et quand tu te rends compte que bah, ce que tu aimes, c'est courir et que Ouais, faire une séance, ça te plaît et ça progresse vite. Ouais. c'est sûr. Et alors, du coup, les études, le Johan étudiant, il était comment, il était Ben comment moi, j'ai eu la chance, comme pour l'athlète, c'est que j'ai eu la chance de faire des études dans un domaine qui me passionnait et où j'étais plutôt bon. Donc, moi, c'était des études dans le vin. Donc, moi, j'ai fait un bac viticulture, onologie pour apprendre à fabriquer et à faire le vin. Et après, j'ai fait un BTS dans le commerce du vin pour apprendre à vendre le vin. Donc, étant donné que mes parents sont propriétaires d'un vignoble à Montbazillac, moi j'ai toujours été baigné dans le vin depuis tout petit. C'est-à-dire que j'accompagnais, à l'âge de 3 ans, j'étais déjà sur un tracteur, j'accompagnais mes parents dans les vignes. Le mercredi après-midi, j'allais travailler avec mes parents. J'ai fait des études dans le vin, mais
que j'apprenais à l'école, je l'avais presque déjà vu à la maison, donc Ouais, j'avais même pas besoin de travailler, quoi. C'est-à-dire que c'était ou si c'était du travail, c'était quelque chose qui me passionnait, donc c'était pas compliqué. Donc voilà, je j'ai pas eu l'impression d'avoir des études très difficiles. J'avais la chance de m'y connaître et d'être passionné par ce que je faisais. Donc quelque part, ça a été une chance, ouais. Et donc après ton BTS, tu as décidé de mettre un terme à tes études pour te consacrer pleinement à l'athlétisme, c'est ça? Ouais, ouais, parce que alors après BTS, j'aurais pu faire la licence pareil, mais la licence m'obligeait à partir sur Bordeaux parce qu'il n'y en avait pas dans la région de Montbazillac. Donc ça voulait dire quitter mon groupe d'entraînement, quitter mon coach, trouver une nouvelle structure sur Bordeaux. Et puis dans ce truc-là, c'était compliqué de trouver des horaires aménagés parce que voilà, à 21, 22 ans, moi je m'entraînais déjà 9-10 fois par semaine. Je venais d'être vice-champion de France du 5000. Il y avait les championnats d'Europe Espoir qui allaient arriver. Donc, du coup, je m'étais posé la question de l'intérêt de faire cette licence ou pas. Et je m'étais rendu compte que c'était pas quelque chose qui me je sentais que ça allait devenir un frein et puis ma carrière commençait à arriver, je sentais que j'étais à deux doigts du très haut niveau et donc je me suis dit voilà, j'ai un BTS bac+2, ça suffit, je vais me lancer dans ma carrière d'athlète. Et puis voilà, pour reprendre l'exploitation de mes parents aussi, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une licence, je voulais pas travailler dans un grand château ou donc, j'avais pas cette nécessité de faire des grandes études, de faire ce gros changement qui m'aurait peut-être perturbé un petit peu. Donc, je me suis dit, je me lance à fond dans ma carrière sportive. Et puis, quelque part, voilà, j'avais un bac+2, j'avais l'exploitation de mes parents qui m'attendaient. Donc, du coup, je me suis lancé à 2000% dans l'athlé, quoi. Ouais, tu avais quand même assuré tes arrières, du coup. Voilà, ouais. Ouais, c'est bien. Et alors, ouais, du coup, tu as commencé à 15 ans l'athlé et à 19 ans, tu as ta première sélection en équipe de France, c'est ça, en 2004? Oui, en 2004, pour les championnats du monde de cross à Bruxelles. Donc, je fais 4 aux France. Euh, et du coup, ouais, je suis sélectionné pour les mondes de cross. Et c'est une première vraie étape parce que voilà, en cadet, il y a eu le podium au championnat de France. Et puis l'étape suivante, après le podium des France, c'est quand même la sélection en équipe de France, porter le maillot et tout ça. Donc voilà, l'étape suivante, c'était 2004 avec la première sélection en équipe de France. Et c'est quelque chose d'un énorme souvenir parce que c'est des mondes. Parce que bon, c'était en Europe et pas très loin. Donc mes parents étaient venus, ma famille était venue, pas mal de gens de mon club étaient venus. Donc porter le maillot de l'équipe de France devant ses amis, sa famille, c'est quelque chose. Et puis voilà, vous faites la course, vous prenez 3 minutes par le premier de la course, et là vous vous dites, voilà, est-ce que je veux continuer à progresser et me rapprocher de ces mecs-là pour un jour, pourquoi pas essayer de les gêner un peu, ou est-ce que j'ai accompli ce que je devais accomplir? Et voilà, moi je me suis dit non, j'ai encore envie de progresser, j'ai encore envie de revenir, de revivre d'autres moments comme ça. C'est pas, c'est pas un aboutissement dans une carrière, c'est juste une étape, la sélection. Maintenant, je veux être au plus près des Éthiopiens, des Kenyans et tout ça, et j'ai envie de revenir, quoi. Et donc, c'est Et, ultra motivant, ouais. et du coup, c'est à partir de ce moment où tu as revêtu la première fois le maillot de l'équipe de France que tu t'es dit, ah ouais, là je peux rêver vraiment de Ouais, haut niveau, quoi. Ou ouais, même ouais. avant. Je pense qu'il y a des gens qui prennent. Enfin, vu des athlètes pour qui la première sélection, porter le maillot de l'équipe de France, c'était la consécration, et derrière, Ouais. dire voilà, j'ai fait ce que je voulais. C'était certains, c'est l'objectif de leur vie parce que voilà, peut-être ils avaient moins de capacité ou ils avaient moins d'ambition et tout ça. Moi, quand j'ai eu ma première sélection et que j'ai vu que j'étais là au milieu et voilà, à la fin de la course. Ouais, tu prends 3 minutes et tu te dis bon ben voilà, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin, quoi. J'ai encore envie de vivre d'autres moments, j'ai encore envie d'être meilleur. Donc moi ça m'avait vraiment boosté pour revenir. C'est la première fois que j'allais dans un hôtel Hilton, on était logé, enfin voilà, c'était tous les avantages à l'aéroport, on te donne un pactage. Ouais. Tu arrives à l'aéroport, tu as 3 valises avec des habits France, les gens te regardent.
Dans la rue, Ouais. le jour des championnats du monde, tu signes des autographes. Enfin, c'est des moments fabuleux. Et je me suis dit, là, ça, il faut que j'y revienne. Il faut que je revive des moments comme ça. Donc, après, tu t'entraînes plus et tu prends tu décides des objectifs dans ta carrière pour revivre des moments comme ça, quoi. Pour moi, ça a été un déclic, ouais. Et du coup, tu avais déjà un plan de carrière, j'ai l'impression, ou tu as pris un peu comme ça, tu t'es dit course par course, je verrai bien, ou tu étais quand Non, même ouais. décidé Alors, à. non, il y avait quand même un plan de carrière parce que je savais que de par mes capacités, j'étais certainement plus pistard que crossman, par exemple. Je savais que je finirais sur marathon après mes 30 ans et je savais que voilà, mon objectif, c'était le 3000 ou le 5000. Voilà, je savais que je ne serais pas coureur de 1500, de 800, de steeple voilà, et je savais que je finirais sur la route. Donc, j'avais quand même comme ça des objectifs à long terme. Mais après, voilà, tu as quand même des objectifs à court terme. Les Europes de cross, chaque année, étaient un objectif. Les compétitions, j'allais faire quelques compétitions sur route pour garder un pied sur la route pour l'avenir. Les choses comme ça. Donc, il y avait quand même des objectifs, des très gros objectifs à long terme. Et puis, après, du court terme quand même, ouais. Ouais, donc du coup, 2004, ta première sélection, puis après, tu as enchaîné, hein, 2006, 2007, 2009, avec plein de championnats du monde de cross, des championnats d'Europe en salle, Mm. euh, un titre de champion de France, deux marathons, Paris, où tu fais 15e en 2015 et 17e en 2017, c'est ça? Ouais. Donc, tu as quand même eu voilà, une grosse carrière. Et parmi tous ces événements, est-ce que tu peux en retenir un vraiment qui t'a le plus beau souvenir, quoi? Enfin, Hmm. J'en ai plusieurs, je dirais. Les championnats d'Europe en salle à Paris-Bercy en 2011 à la maison, je termine ouais. 7e, mais c'est pour moi un beau souvenir en termes d'ambiance, en termes de ressenti, parce que voilà, c'est la seule sélection, je pense, que j'ai faite, si je ne me trompe pas, à la maison. Je crois que c'est la seule sélection. Ah non, après, j'ai fait les Europes de cross à Toulon en 2015 à Toulon hier. Donc, mais voilà, c'est mes deux seules sélections à la maison. Et c'est vrai que porter le maillot de l'équipe de France à domicile, il y a quelque chose de supplémentaire parce que vous êtes attendu, parce que il y a vos copains, votre famille dans les tribunes, parce que ça passe à la télé, parce que voilà, c'est des souvenirs qui marquent. Voilà, moi, je trouve que porter le maillot de l'équipe de France à la maison, c'est quelque chose qui vous marque. Après, si je devais retenir une course, ça serait plus mes 13-17 au 5000 au meeting de Villeneuve-d'Ascq en 2012, ou aussi mon premier marathon de Paris où je me suis régalé en faisant 2h14.00. Voilà, c'est quand même des trucs qui vous marquent et dont vous vous souvenez un moment. Ouais. Et du coup, à l'inverse, le pire, quoi, la plus grosse claque que t'aies prise. Alors, ça, des claques, on en prend, Ouais, ouais. on en prend souvent. Je dirais que c'est mes quatrièmes places. J'ai été quatrième au championnat d'Europe Espoir en 2007 à Debrecen sur 5000. Donc là, ça avait été une grosse déception parce que je suis au sprint avec un Turc. Donc je termine quatrième, donc c'est frustrant sur des Europes Espoirs. Et en 2012, pareil à Helsinki, au championnat d'Europe en plein air en 2012 à Helsinki, je termine encore quatrième du 5000, de nouveau derrière un Turc. Et bon, quelque part, j'étais content de ma quatrième place parce que voilà, ça marquait une progression dans ma carrière. Mais voilà, quatrième, c'est toujours la place de l'imbécile, comme on dit. C'est la médaille en chocolat et c'est vraiment frustrant. Mais ce sont des moments qui vous font grandir aussi parce que voilà, faut C'est ça. l'accepter, puis il faut essayer de revenir plus fort, quoi. Ok, ok. Et du coup, ouais, toi là, t'es du 800 mètres au marathon, quoi. T'as des temps, enfin, géniaux, quoi. Et t'es vraiment un athlète complet, au final. Ouais. 800, j'en ai pas couru beaucoup et j'ai fait une 50,04, donc je Ouais, regrette de ne pas être descendu sous les 1,50 parce que j'ai dû en courir deux ou trois dans ma vie, pas plus. Et ouais, je m'étais dit, putain, une 49, ça aurait été la classe. Et puis après, ouais, 1500, 3000, 5000,
Voilà, je sais qu'aujourd'hui, je peux encore progresser et battre mes records sur 10 000 semi et marathon, ça c'est une évidence. Et en dessous, non. En dessous, c'est fini, j'ai fait une croix dessus, tant pis. Ouais, c'est vrai que ouais, tes performances, elles font rêver. Et alors, par contre, pour les gens qui vont écouter ma chaîne, il y a un domaine où vous pourrez peut-être battre Johan Durand en athlétisme. C'est le javelot, parce que tu as fait 15 mètres 96 en 2014. Hein. C'est pas non plus hyper vieux. Donc, c'était quoi aux interclubs en fait, non? Ouais, non, alors pour l'histoire, c'est aux interclubs sous la pluie. J'ai fait un lancer parce que je sais plus ce que j'avais. Après, j'avais peut-être un 1500 ou un 3000 et il pleuvait et je voulais pas attendre. Donc, nous, faut savoir qu'aux interclubs, on marque 14 000 points. Donc, on est vraiment à Bergerac dans la poule de la poule de la poule du fond. Tu vois, tu peux pas aller plus bas. Et ouais, j'avais le javelot et je l'ai jeté. Un peu de façon nonchalante, je dirais. Il pleuvait, j'avais pas envie de me mouiller et tout. Et puis je partais faire ma course après. Donc j'assume. Et puis de toute manière, les demi-fondeurs ne sont pas connus On pour peut leur pas tout gros bras. avoir. Hein. Hein. On peut Ouais, pas on tout ne peut pas avoir. tout avoir, j'avoue. Alors du coup, toi, ton entraîneur, c'est Pierre Messaoud, ça a toujours été lui ou il y a eu des changements Non, ça a quasiment tout le temps été lui. Après, j'avais fait appel quand je suis monté sur marathon pour me conseiller à Bernard Faure, qui commentait à l'époque sur France 2, qui est du coin, qui est de Dordogne, pour me conseiller sur marathon, puisque champion de France de marathon. Ça a été un grand marathonien à plusieurs dans les années 80. Donc voilà, j'avais besoin de conseils aussi sur une discipline nouvelle, parce que quand vous passez du 5000 au marathon, c'est pas évident. Il y a des erreurs à pas commettre et j'avais pas l'expérience de ça, c'est-à-dire que depuis cadet, je savais courir, ou depuis junior, je savais courir des 5000, des 3000, je connaissais mes séances, je connaissais un peu on connaissait les séances clés et puis la façon dont ton corps répond à cet effort-là. Et autant sur marathon, c'est différent. En plus, il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas, que ce soit les ravitaillements, l'environnement, la course, les séances clés, comment bien s'hydrater, les sorties longues, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire sur un marathon. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu quelques conseils de Bernard, mais depuis, c'est toujours Pierre Messaoud. Ouais. D'accord, ok. Et ouais, alors justement, bah, comme tout sportif hein, de haut niveau, tu as connu aussi des blessures, notamment en automne 2018, tu t'es fait opérer suite à une blessure au tendon d'Achille. Ouais. Donc, comment tu as vécu cette phase difficile? Comment tu as réussi à rebondir après? Alors, en termes de blessures, moi, j'ai toujours été embêté uniquement par mes tendons ou mes mollets, c'est-à-dire que vraiment le bas de la chaîne postérieure. Après, j'ai jamais rien eu d'autre, jamais de fracture, de fatigue ou de fissure ou de périostite ou d'aponévrose et tout. C'est vraiment soit le tendon d'Achille, soit les mollets. Et là, c'était une douleur trop importante. Ça faisait 4-5 ans que ça me gênait. Et puis au bout d'un moment, c'était devenu une gêne au quotidien, c'était devenu une perte de plaisir dans les entraînements parce que j'avais mal. Donc je m'étais dit, il faut absolument que je me fasse opérer de ce tendon d'Achille. Donc en fait, j'avais un syndrome d'Aglund, c'est-à-dire que j'ai une excroissance au niveau de l'os du calcanéum, de l'os du talon. Et du coup, ça vient créer des fissures sur le tendon d'Achille, ça crée un conflit avec le tendon d'Achille. Et donc du coup, ils m'ont raboté un bout d'os du talon. Donc, ils ont coupé et puis ils m'ont fait un peignage du tendon d'Achille, des petites lacérations dans le tendon pour qu'il se reconstruise plus fort. Et donc, ça a pris quasiment 8 mois pour ne plus pouvoir reprendre une activité normale. Quoi. Mais c'est une décision que j'avais prise parce que je perdais du plaisir dans ma pratique, étant donné que j'étais vraiment gêné par ce problème-là. Ouais. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'avec le Covid, hein, c'est dur pour tout le monde, mais notamment pour vous, sportifs de haut niveau, il n'y a pas vraiment de... C'est vrai que surtout en athlétisme, où c'est des entraînements durs, hein, comme tu disais, où il faut des objectifs, quoi, c'est des compétitions qui nous animent, en fait, et du coup, ça doit être très dur de se préparer en sachant pas trop l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là la période qui est compliquée, c'est de pas avoir de vision à long terme, surtout là où on rentre dans une deuxième phase de confinement. Voilà, les marathons
certains marathons élites vont être maintenus, mais par exemple, on sait très bien que le marathon qui devait avoir lieu au mois d'avril l'année prochaine aura lieu en septembre-octobre. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de janvier à mai si jamais les crosses sont annulées, si jamais tous les marathons, parce que la plupart des marathons vont être repoussés. Donc là, c'est vraiment une période délicate et compliquée. Donc là, j'ai un petit problème encore de nouveau au tendon d'Achille, mais de l'autre côté, le tendon d'Achille gauche. Donc je vais en profiter pour me soigner, de prendre le temps de bien le soigner pour revenir sans aucun pépin physique. Et voilà, c'est peut-être la période où justement il faut essayer de voir quels sont les points faibles qu'on peut pas améliorer, qu'on n'a pas le temps d'améliorer d'habitude, se soigner, récupérer peut-être un peu de saison un peu longue. Et puis voilà, il faut réfléchir à comment la période actuelle peut nous permettre de progresser, quoi. Est-ce que je peux me récupérer, me soigner, faire des choses que je ne fais pas d'habitude? Il faut essayer de trouver des alternatives, quoi. Du coup, en janvier 2020, tu disais que l'athlète ne va pas bien du tout, en référence au dopage technologique, les baskets avec des plaques de carbone, tout ça. T'en penses quoi maintenant là, parce qu'au final, ça n'a pas trop changé. Il y a même eu des nouveaux records du monde. Non, je disais que l'athlète allait pas bien. C'était plus par rapport au dopage normal et puis aux différentes affaires qu'il y avait, parce qu'à l'époque, c'était l'affaire Calvin, l'affaire Boxberger, l'affaire Lamine Diack, le président de l'I2AF, qui était avec les histoires de corruption. Donc il y avait toutes les histoires de dopage. Et puis l'arrivée des chaussures, qui ont fait que les chronos devenaient stratosphériques. Et c'est surtout parce que l'I2AF ne donnait pas de législation et de cadre très clair. C'est-à-dire que j'ai eu peur à un moment donné qu'on parte vraiment vers n'importe quoi. C'est-à-dire Kipchoge qui court, qui fait moins de 2 heures avec 3 plaques de carbone. Je me suis dit, celle-là, elle va arriver dans le commerce, et puis après, ça va être 5 plaques de carbone, et puis après, ça va être des ressorts, et puis après, ça va être. J'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Là, la World Athletic, anciennement I2AF, a pris un cadre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une taille de semelle que les équipementiers ne peuvent pas dépasser, il y a une seule plaque de carbone autorisée. Donc bon, il faut faire avec. J'aurais préféré que ça n'existe pas et qu'on reste avec des chaussures classiques. Aujourd'hui, c'est fait, donc voilà, il faut, comme on dit, il faut vivre avec son temps, c'est ce qu'on m'a un petit peu dit. Donc voilà, aujourd'hui, tous les records vont être battus. Faut s'attendre à ce que d'ici 2, 3, 4 ans, tous les records du 5000 au 10 000, hommes, femmes, routes, seront battus. C'est ce qui s'est passé cette année où presque la plupart ont été battus, mais ils vont être rebattus. Parce que la technologie fait que les chronos sont plus accessibles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus dire si cette performance elle est liée uniquement à l'avantage créé par la chaussure ou est-ce qu'il y a du dopage derrière. À l'époque, on savait qu'un athlète qui passait de 13-10 au 5000 à 12-35 l'année suivante, c'était uniquement... on avait de gros soupçons et généralement, 1 ou 2 ans après, on apprenait que ces soupçons, ils étaient avérés. Là, aujourd'hui, avec les chaussures, on ne sait pas si les 15-20 secondes gagnées, elles sont liées à quoi elles sont liées. Est-ce qu'elles sont liées aux chaussures ou au dopage? On ne sait pas. Voilà, avant, on avait un chrono de référence et puis vous pouviez avoir une analyse par rapport à ces chronos-là. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est dommage, mais voilà, il faut vivre avec son temps. Et puis voilà, il faut... C'est comme ça. Je suis un peu fataliste, mais ça me voilà, c'est bien. Après, voilà, on va tous avoir, on va progresser, mais après c'est pareil aussi en termes d'entraînement parce que voilà, il va y avoir une progression par rapport à nos chronos de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Mais voilà, est-ce qu'elles sont liées à l'apport de la chaussure ou est-ce qu'elles sont liées à l'apport de nos entraînements perso? Ça, aujourd'hui, on ne sait plus trop le dire. Il va falloir attendre 3, 4, 5 ans histoire de bien analyser l'apport de la chaussure, l'apport de l'entraînement. On y verra un peu plus clair dans quelques années, mais bon. Bon, avant de terminer cette interview avec toi, on va passer à des petites questions un peu plus sympathiques, on va dire. Bon, alors, Johan, ta musique préférée ou un groupe de musique?
Ma musique préférée, qu'est-ce que je dirais hmm, j'aime bien, j'aime bien le rap français. Donc en ce moment, je dirais que c'est un bande organisée. Je Ah, suis pas supporter de Marseille, ah, mais c'est vrai que le son, il donne envie de s'ambiancer, surtout en moment un peu galère, confiné. Donc moi, je suis plus très rap français. Après, j'adore le reste. J'écoute beaucoup Renaud aussi, Brassens. J'aime bien Manu Chao. Donc j'écoute un peu de tout, quoi. ouais, de la bonne musique. Ouais, voilà. Alors, plus cinéma ou série déjà? Plus cinéma quand même. Cinéma, et du coup, si tu devais ressortir un film qui t'a marqué. Ah, bah, les films qui m'ont marqué de ma jeunesse, c'est genre la génération des gens de 90, c'est genre Retour vers le futur. Ça a été une trilogie. J'ai regardé ça, mais toute mon adolescence, j'avais les cassettes, je regardais ça sur magnétoscope une fois par semaine. J'ai vraiment kiffé ça. Ouais, c'est vraiment des films de cette génération-là qui m'ont fait kiffer. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une autre passion que l'athlétisme Ouais, bah, je suis très foot après, hein. Je suis un grand fan Ouais. de foot, donc Supporter, supporter malheureusement des Girondins de Bordeaux. Donc ouf, ça, en oui, ce cette moment, saison. j'en parle pas trop parce que on vit l'horreur Ouais, c'est compliqué. Ouais. depuis 8 ans, c'est compliqué. Après, je suis supporter aussi de Barcelone, donc là, c'est pareil. Cette année, c'est pas simple, mais bon, voilà. C'est pas ton année en termes de foot, quoi. Non, c'est pas mon année en termes de foot, mais je me suis tellement régalé C'est sûr. pendant 10 ans avec le Barça que bon, on accepte des moments comme ça et puis ça reviendra. Ok, ok. Alors, un plat, un truc à manger que t'adores, Ah, bah c'est mignon, quoi. les pizzas, moi je suis très cuisine italienne. J'adore bah, tout ce qui est pâtes, pizza, voilà, les pâtes au pesto, les pâtes carbonara. Voilà, disons qu'on a le fait d'être sportif de haut niveau, on a une alimentation quand même assez stricte, donc on doit quand même manger beaucoup de féculents et c'est vrai que faut apprendre à bien cuisiner les pâtes pour pas que ça soit un peu redondant et qu'on s'en Ouais. écoeure au bout d'un moment. Mais voilà, des bonnes pâtes pesto, j'adore. Et puis les pizzas avec un peu de jambon de Parme, du parmesan, de la roquette et tout, avec un peu de filet de vinaigre balsamique, ça j'adore aussi. Ouais, Il est 11 heures et tu me donnes faim. ouais, voilà. Alors, une destination de vacances? Où est-ce que j'aimerais aller? Ben, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud. J'y suis jamais allé. Enfin, si, je suis allé au Brésil, mais on n'était pas trop sorti parce que c'était pour les championnats du monde militaires sur piste, les Jeux mondiaux militaires même, parce que j'ai été militaire pendant 11 ans. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud me tenterait bien. L'Argentine, tout ça, la Colombie. Pourquoi pas remonter même jusqu'au Mexique, ça me botterait bien moi, en ce moment. Ok. Mais en ce moment, c'est compliqué. Donc, Ah oui, c'est vrai que là. Alors, une séance préférée. Une séance que quand ton coach il dit la séance, tu dis ah ouais, ça j'aime bien, ouais, vraiment. qu'est-ce que j'aime? Ouais, j'aime bien les VMA parce que j'ai été toujours très bon sur ce secteur-là. Je dirais même que quand j'étais pistard, c'était là où j'étais le meilleur. J'ai fait 7,44 au 3000 en salle et 7,46 en plein air. Et voilà, la VMA, c'est proche du 3000. Et c'est vrai que des 400, 12 fois 400 enchaînés, j'adore ça. Euh, mais et également, ce que j'aime, c'est les séances marathon, c'est les sorties longues, les séances clés marathon. Vous partez pour 30 bornes, vous savez que vous allez en chier, mais elles sont hyper importantes. Et celles-là, je les adore aussi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un idole, que ce soit sportif ou non, une personnalité qui te marque Je dirais que non, parce que j'ai jamais. Alors, peut-être dans le foot, hein, Ouais. j'adore Léo Messi ou les choses. Ou,
ou Maradona, enfin voilà, les joueurs un peu atypiques comme ça. Après, en athlète, j'ai pas d'idole. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'inspirer de gens que j'ai eu la chance de côtoyer. Par exemple, mes potes Johan Koval, Malati, voilà, j'ai essayé de prendre, de regarder ce qu'ils faisaient et de prendre, d'essayer de prendre quelque chose en eux. Par exemple, Johan, c'était sa volonté de toujours s'entraîner dur, de progresser, d'être hyper rigoureux. Ben, c'était plus la façon dont il s'entraînait sur le long, avec des efforts longs d'endurance, vraiment le vrai marathonien. Sophie Duhart, c'était la façon dont elle travaillait spécifiquement son renforcement pour ne pas se blesser. Voilà, je dirais que j'ai eu la chance de côtoyer, voilà, en équipe de France, on se côtoie pas mal. Et c'est vrai que j'ai essayé de reprendre un peu ce que faisaient pourquoi est-ce qu'eux étaient forts aussi, tout comme moi, mais quelles étaient leurs qualités et par rapport à mes défauts, essayer de m'améliorer en analysant et en regardant ce qu'ils faisaient. Et quelque part, je me suis inspiré d'eux pour essayer de progresser. Ouais. Ok. Bon, alors une dernière question pour clôturer cette interview, Johan. Si tu devais te décrire en 2 mots, En, deux adjectifs qualifiés. euh, en 2 mots, compétiteur, parce que j'aime bien la compétition et je suis un peu mauvais perdant, comme beaucoup. Et deuxième, je dirais gentillesse. Voilà. Ben, Johan, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci à Et vous. j'espère que l'avenir sera un peu plus, comment dire, un peu mieux, quoi, et que tu pourras remplir tes objectifs pleinement et Ouais, il n'y a pas de raison, tu il pourras faut, il faut, il t'épanouir. faut y croire. Il Voilà. n'y a pas de raison, il faut y croire et puis garder le cap. Et puis, comme je dis, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une période même difficile. Là, comme je le disais, il faut essayer de se focaliser sur pourquoi pas essayer de faire plus de renfort, peut-être du repos, peut-être autre chose, un autre sport pour se servir de ça pour progresser, quoi. Et merci beaucoup, Johan, Et et à merci bientôt, à toi. j'espère. Et puis à très bientôt. À Salut. bientôt. Ciao, ciao. Salut.